On va essayer d'aborder la tension alternative et voir tous les points importants en fait qui s'y rapportent. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une tension alternative, elle est fournie par les alternateurs d'EDF. Et si on l'applique ici à un récepteur quelconque, donc on se fiche complètement du type de récepteur, et on va appliquer la tension qui vient d'EDF directement sur ce récepteur. À partir du moment où on lui applique une tension à cet élément, il va être traversé par un courant que j'ai nommé I ici. Dessous, on a ce qu'on appelle un oscillogramme. Un oscillogramme, c'est ce qu'affiche un oscilloscope, c'est-à-dire qu'il affiche l'allure d'une tension. En fonction de quoi? En fonction du temps. Sur cet axe-là, l'axe horizontal, on a le temps. Et sur l'axe vertical, ici, on est gradué, dans ce cas-là, en tension par division. C'est-à-dire qu'on a ici 20 volts par division. Ce qu'on appelle division, c'est en fait un carreau ici. Un carreau, c'est une division. Donc ici, on a 20 volts par division. Donc on voit que sur cet oscillogramme, on représente l'allure de la tension qu'on a appliquée au récepteur, et on a en orange ici l'allure du courant qui le traverse. On ne va pas se soucier pour l'instant du courant, c'est-à-dire qu'on va oublier cette courbe-là, mais on va regarder la tension et on va reporter tous les éléments qui sont attribués à cette tension. Donc on a dit qu'elle était alternative. Alternative, ça veut dire qu'elle passe du plus, ici, vers le moins. D'accord? Donc elle alterne entre le positif et le négatif qui est là. La moitié, ici, qui est dans la partie supérieure, s'appelle une alternance. Et vu qu'elle est dans la partie positive, on dit que c'est l'alternance positive de la tension. Cette partie qui est dessous l'axe du zéro qui est là, c'est l'autre moitié qui a la même surface que celle-ci, mais qui est cette fois-ci en négatif. Et on dit que c'est l'alternance négative de la tension. Ok. Qu'est-ce qu'on peut remarquer en fait sur cette tension? On voit donc qu'elle évolue en positif et en négatif. On voit qu'elle a une allure aussi qui est bien particulière. C'est pas un triangle, c'est pas non plus un arrondi comme on a envie de le faire. En fait, elle est ce qu'on appelle sinusoïdale. Sinusoïdale, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer en fait d'où vient le terme sinusoïdal. Dans sinusoïdal, on a le terme sinus. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier en plus de ça, cette tension? C'est qu'elle est périodique. Périodique, quelque chose de périodique, c'est quelque chose qui se reproduit dans le temps. Et cette tension, en fait, on voit, si je prends ce point-là jusqu'à ce point-là, eh bien, je pourrais constater qu'au bout de ce temps-là, ici, elle se reproduit identiquement à elle-même. C'est-à-dire qu'on reproduit exactement ce motif-là après ce temps-là. D'accord? Donc ce temps, il a un nom. Il s'appelle déjà grand T. Et ce grand T, c'est ce qu'on appelle la période. La période de quoi? La période de la tension dans ce cas-là. Cette période, son unité, vu que c'est sur l'axe des temps, c'est la seconde. Souvent, cette seconde, c'est une valeur qui, l'unité est un peu grande, donc on utilise souvent la milliseconde. D'accord? Alors, une milliseconde, pour petite information, pour savoir combien ça fait en secondes, il suffit de diviser 1 par 1000 et on trouve 0,001 seconde. Donc ici, une milliseconde vaut 0,01 seconde. Ok, ça c'est pour la petite information. Donc on sait qu'à partir de ce temps-là, cette période T, cette tension qui est là se reproduit identiquement à elle-même. Vous avez certainement entendu parler d'un terme qu'on utilise beaucoup plutôt que la période. Par exemple, dans les caractéristiques d'un appareil, on parle de fréquence. Petit f. Petit f, c'est la fréquence. Fréquence de quoi? Fréquence de cette tension. Une fréquence, son unité, c'est le Hertz. Pour trouver la fréquence, dont l'unité est le Hertz, on utilise une petite formule toute simple qui dit que la fréquence petit f est égale à 1, l'inverse de la période. C'est simple, sauf que
attention, la période doit être exprimée en secondes. C'est-à-dire si vous avez des millisecondes, vous devez transposer en secondes. Et là, on trouve la fréquence en hertz. Quel point particulier on a sur cette sinusoïde, à part donc cette fréquence et cette période? On a ici un point qui est très important. C'est la valeur maximale que va prendre cette tension pendant un temps très court pour redescendre et arriver ici à sa valeur minimale. En valeur absolue, ces deux valeurs sont identiques. En valeur absolue. Ici, on a le signe plus et ici, on a par contre le signe moins. Donc cette tension, vu qu'elle est au maximum ici, on va l'appeler Umax. Pour trouver Umax, il suffit d'aller voir sur la courbe, de compter le nombre de divisions fois le nombre de volts par division. Donc c'est le nombre de divisions fois les volts par division. Par exemple, si on prend l'exemple de ce qu'on a ici sur la courbe, on peut compter le nombre de divisions, 1, 2, 3, 4, 4 divisions, fois le nombre de volts par division, 20 volts, égale 80 volts. Donc on fait le calcul ici, mais on le voit très bien, parce que là, on est relativement, voilà, c'est indiqué directement toutes les divisions, donc on peut le lire sur le graphique, mais des fois on a simplement l'indication du nombre de volts par division, et on ne gradue pas cet axe-là à chaque division. Voilà pour Umax. Quand on mesure une tension avec un appareil de mesure, on utilise un voltmètre qui se positionne en parallèle sur l'appareil dont on veut mesurer la tension. Si je veux mesurer la tension au bord de mon récepteur, je vais mettre mon voltmètre en parallèle sur le récepteur. Quand j'ai choisi d'utiliser mon voltmètre, je dois sélectionner quel type de tension est à mesurer. Alors, quel type de tension? Quelle nature de tension? La tension, elle peut être continue ou elle peut être alternative. Alors, on va voir que dans certains cas, mais on voit ça plus tard, elle peut avoir quelque chose d'un petit peu, voilà, pas aussi net et clair que ça. Mais là, on va considérer qu'on est, voilà, on peut être soit en continu, soit en alternatif sinusoïdal. Si on positionne le voltmètre en position DC, qui est fait pour mesurer ce qu'on appelle des valeurs moyennes. On va mesurer, dans ce cas-là, la valeur moyenne de ma tension. Le voltmètre va faire la chose suivante. Il va prendre la surface de l'alternance positive, qui va additionner à la surface de l'alternance négative. Je vous rappelle que les surfaces sont identiques en valeur absolue, mais quand on regarde ici, l'une est positive, l'autre est négative. Quand on additionne deux surfaces qui ont la même valeur absolue, mais de signes opposés, vous êtes d'accord que le résultat est 0. Plus 2 moins 2 égale 0. La moyenne veut qu'on divise par 2, puisqu'on en a 2. 0 divisé par 2, ça fait 0 volts. Ce qui sous-entend que si on positionne le voltmètre en position DC, direct current, qui est normalement la position pour mesurer une valeur généralement qui a une valeur moyenne, et qui est généralement continue, dans les cas les plus simples, ça veut dire qu'on s'est trompé ici. On se met en continu alors qu'on veut mesurer une tension alternative. On va mesurer 0 volts. Mais est-ce qu'on a 0 volts là? Absolument pas. La preuve, c'est qu'on monte jusqu'à 80 volts. Donc, pour mesurer une tension alternative, attention à ne jamais positionner le voltmètre en DC. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il va vous indiquer une valeur qui n'est pas, une valeur en plus 0 volts, qui n'est pas du tout la valeur réelle qui se trouve aux bornes de ce récepteur. Donc on va le mettre, deuxième possibilité, en AC. En AC, position AC du voltmètre, je parle. En position AC, le voltmètre mesure ce qu'on appelle une valeur efficace. Et cette valeur efficace, elle est égale
à la valeur maximale qu'on a ici, Umax, divisé par racine de 2. Et là, on mesure la valeur, la seule valeur significative en alternative qui nous intéresse, c'est-à-dire la valeur efficace. Et quand on dit qu'on mesure, par exemple, 230 volts au bord d'une prise de courant, ça signifie en fait que cette tension qui est là ne vaut pas 230 volts. Elle vaut 230 volts fois racine de 2. Et ce point-là, ce Umax, vaut la valeur efficace fois racine de 2, c'est-à-dire Umax. Voilà les points les plus importants pour aborder une tension sinusoïdale alternative. Connaître la période, en déduire la fréquence en Hertz, c'est souvent celle-là qui est utilisée quand on donne les caractéristiques d'un appareil sur la plaque signalétique de n'importe quel appareil. Vous verrez toujours la fréquence indiquée, vous ne verrez jamais la période. Donc on a déduit à partir de la période la fréquence. Sur un appareil, on ne voit jamais noter la valeur maximale, mais on voit toujours la valeur qui est la valeur efficace. C'est celle qui nous intéresse. Et attention à la sélection de la nature de la tension que vous allez mesurer avec un voltmètre. Dernière petite précision, tout ce que j'ai dit ici pour la tension est valable pour le courant. Première chose, c'est-à-dire que le Imax, on va le trouver de la même façon. Le I efficace avec la même formule sont évidemment qu'on mettra le Imax ici. Donc tout ce que j'ai dit ici est valable aussi bien pour la tension que pour le courant. Première chose. Deuxième chose, sauf cas particulier, lorsqu'une tension sinusoïdale alternative est appliquée à un récepteur d'une fréquence f, le courant qui traverse ce récepteur est sinusoïdal et à la même fréquence. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé du courant en particulier, parce que tous ces éléments-là sont aussi bien valables pour la tension et pour le courant. Et c'est tout.